à ma présentation en fait sur la livraison par produit. C'est notre affaire. En fait, le thème de cette présentation-là m'est venu suite à une discussion avec un collègue. Je vais taire son nom là, pour ne pas le gêner. Mais en fait, il me disait que la livraison par produit, selon lui, c'était quelque chose qui était purement TI. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit éveil des consciences, puis que je me suis dit que c'était peut-être la compréhension que les gens en avaient aussi. Donc, le but de la présentation, c'est vraiment d'être capable de démystifier cette notion-là, puis de voir comment est-ce que les gens affaires ont un rôle à jouer dans la livraison par produit, puis c'est quoi les bénéfices qu'ils peuvent amener à leur organisation. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui pour cet Agile Tour un petit peu particulier 2020. Puis avant de commencer, je voulais prendre le temps d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Charles-Olivier. Je suis coach Agile depuis environ 5 ans. Je travaille chez Cofomo où je suis responsable du Centre d'excellence Lean Agile. Donc, ça fait déjà un petit moment que je baigne dans l'agilité, dans le Lean aussi. Je suis formateur SAFe. Donc, vous allez voir, il y a quelques notions qui sont empruntées là, du framework Scaled Agile. Donc, c'est toutes des bonnes pratiques là, qui peuvent s'appliquer. J'ai fait ce qu'on appelle en anglais du cherry picking là, pour être capable de vous exposer puis de vous sensibiliser aux meilleures des pratiques qu'on connaît actuellement sur le marché. Puis pour le reste, en fait, c'est ça, je suis quelqu'un qui s'intéresse notamment au Scrum. Donc, j'ai quelques certifications de ce côté-là. Puis, je suis aussi certifié ceinture verte 2 fois, donc Lean Six Sigma. Avant qu'on commence, je pensais bon de faire un petit rappel de c'est quoi la livraison par produit. Ça se fait qu'on en ait la même définition, puis que par la suite, on puisse construire sur les bases de cette définition-là. Donc, pour commencer, un produit, c'est généralement un bien ou un service qui répond à aux besoins d'utilisateurs. Donc, qui va répondre à ces besoins-là en leur amenant de la valeur. Donc, là, je dis ici, c'est bien un bien ou un service. Donc, vous allez voir à l'intérieur de votre entreprise, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne vend pas un produit spécifiquement que l'ensemble des contextes des notions dont on va parler aujourd'hui ne peuvent pas s'appliquer à l'intérieur de votre entreprise. Il y a aussi la notion de chaîne de valeur sur laquelle on va essayer de miser. Donc, pour ce qui est des chaînes de valeur, notre ami Klaus Leopold en parlait ce matin. On va commencer par ce qu'on appelle le upstream, donc le moment où on commence à identifier les besoins puis à les prioriser. Donc, ces besoins-là, c'est vraiment en amont qu'on va être capable de bien les cerner puis de les amener jusqu'à nos équipes de réalisation, qui sont souvent des équipes agiles, on le souhaite bien. Par la suite, en fait, tout ce qui est au niveau du processus de réalisation à l'intérieur de nos équipes, donc on a nos équipes qui peuvent être qui peuvent utiliser les cadres comme Scrum ou Kanban. Puis par la suite, on va mettre l'emphase sur la capacité de ces équipes-là à livrer le plus rapidement possible, puis à s'ajuster aussi de façon continue. Donc, lorsqu'on va parler des chaînes de valeur, ça va être important de garder là, la vue d'ensemble sur ces chaînes de valeur-là, ce qu'on appelle la vue systémique pour être capable de voir où est-ce qu'on a des points de douleur à l'intérieur de cette chaîne de valeur-là, puis qu'est-ce qu'on pense être capable d'optimiser. Enfin, pour ce qui est du troisième concept, ça explique un petit peu pourquoi est-ce que la livraison par produit a gagné en popularité autant depuis les dernières années, puis pourquoi est-ce que de plus en plus d'entreprises cherchent à s'enligner vers cette direction-là. Donc, la livraison par produit, essentiellement, on va y retrouver 2 grands bénéfices. J'ai commencé à en parler un petit peu quand je parlais des chaînes de valeur. C'est l'optimisation du processus de livraison de bout en bout. Donc, on va chercher à être capable de réduire le plus possible les délais de livraison, pas nécessairement exclusivement auprès de nos équipes de réalisation, comme Klaus en a parlé ce matin, mais on va vraiment essayer d'optimiser la chaîne dans son ensemble. Puis ensuite de ça, c'est beau avoir une chaîne optimisée, mais si on est super efficace à livrer, mais qu'on livre de la cochonnerie, on n'est pas plus avancé. Puis c'est pour ça qu'il y a une deuxième dimension qui est importante de tenir compte. C'est quoi la valeur qu'on va amener à nos utilisateurs finaux, puis c'est quoi la valeur qu'on va livrer.
Donc, dans un premier temps, on va chercher à gagner en efficacité, à réduire les délais de livraison. Puis dans un deuxième temps, on va chercher à augmenter la valeur qu'on va amener à nos clients finaux. Puis c'est eux, ultimement, qui vont être capables de nous assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. J'ai omis de vous en parler aussi. Je suis allé un petit peu vite là, sur le premier concept. Je vais me permettre là, de faire un petit retour arrière. Quand on va parler du produit, il y a une notion qui est super importante aussi, c'est que nos produits, il y a une différence par rapport au projet, c'est que les produits vont avoir un cycle de vie qui va être dicté par les utilisateurs. Un projet va souvent avoir une date de début, une date de fin bien déterminée, bien arrêtée. Souvent, ça va être l'organisation qui va dicter ces dates-là. Puis, la comparaison avec un produit, c'est que tant que les utilisateurs vont en vouloir, le produit va avoir son utilité, sa pertinence pour l'organisation. Puis, à ce moment-là, on va chercher à continuer à le développer puis à l'alimenter. Donc, ce produit-là va vivre le temps qu'il y a des gens qui souhaitent s'en occuper. Puis il y a aussi un élément important, c'est que par rapport à notre différence par rapport au projet, nos produits quand on va chercher à les réaliser, ça va être la même équipe qui va le développer, qui va être responsable de s'en occuper. En comparaison, quand on regarde certains projets, des fois, ce qu'on pouvait faire traditionnellement, c'était de développer un projet. Puis du moment où ce projet-là était terminé, il était transmis à d'autres équipes qui, eux, s'occupaient plus du côté maintenance, évolution. Donc, la distinction qu'on va faire entre les deux, c'est qu'il n'y a plus nécessairement cette transition-là à une autre équipe qui n'était même pas au fait de c'est quoi qui s'était passé à l'intérieur du projet. Donc, on s'assure là, de ne plus avoir cette courbe d'apprentissage-là à surmonter lorsqu'on va faire la transition. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Bien, vous l'aurez compris, on va parler de livraison par produit dans son ensemble, mais plus spécifiquement, on va voir comment est-ce que le côté affaires peut amener de la valeur. Donc, on va traiter des notions de Lean Product Management, différents concepts qu'on est capable d'y retrouver pour voir comment est-ce qu'on peut bien gérer notre produit pour être capable de s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. On va aussi parler de la notion de Lean Startup, qui est super importante, puis je me serais mal vu passer à côté aujourd'hui, étant donné qu'il y a plusieurs choses qui sont imbriquées entre le Lean Management et le Lean Startup. Puis finalement, on va emprunter certains concepts dont je vous ai parlé tantôt au framework de SAFe en parlant là, de livraison de produits agiles. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces trois éléments-là qui se recoupent. Puis, vous l'aurez compris, on est vraiment au centre de ce diagramme de Venn-là. Donc, j'espère que vous allez trouver votre compte. À qui la présentation, ça s'adresse? À tous ceux qui sont intéressés par la livraison par produit, mais plus spécifiquement aux gens à faire, aux gestionnaires d'organisations qui ont à mettre en place une culture orientée client, puis à mettre en place aussi ces notions-là de livraison par produit. Puis, tous les facilitateurs, vous êtes les bienvenus aussi, tout comme tous ceux là, qui s'intéresseraient à ces sujets-là. Pour les autres, il n'est pas trop tard. C'est moins gênant de changer de salle de façon virtuelle que de le faire en présentiel. Donc, si jamais vous souhaitez vous raviser, c'est le bon moment. Vous venez de récupérer 1 heure de votre vie. Pour les autres, je vous souhaite la bienvenue. Puis, j'espère que vous allez avoir du plaisir aujourd'hui. Le déroulement de l'atelier, en fait, je pensais, étant donné que je vais vous exposer à beaucoup de contenu, vous offrir des petits moments pour être capable de réfléchir à comment est-ce que les concepts dont je vais vous parler aujourd'hui peuvent s'appliquer à l'intérieur de votre entreprise. J'ai prévu des petits moments pour des ateliers. Donc, si vous avez un outil à votre disposition pour prendre des notes, soit du papier ou encore des outils numériques, je vous invite là, à développer votre petit plan d'amélioration à l'intérieur de cet outil-là. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser aux différents sujets dont on va parler aujourd'hui, mais aussi là, de vous permettre de repartir avec un petit plan d'amélioration en 5 volets que vous allez être capable de réappliquer dans le contexte de votre entreprise. Vous allez voir, il n'y a pas nécessairement non plus de fil conducteur ou de lien entre les différentes activités que je vous ai prévues aujourd'hui. Par contre, l'intention, c'est que vous soyez capable de réutiliser ça chez vous. Pour les autres, en fait, qui ne souhaiteraient pas nécessairement participer à ces ateliers-là, sachez que c'est peut-être un moment aussi, je comprends qu'on est en fin de journée puis que vous avez peut-être été concentré sur d'autres présentations. Donc, je vais vous laisser là, prendre le soin de respirer puis soit de rattraper vos courriels, faire vos choses à la salle de bain.
Mais assurément, si vous êtes capable d'écouter activement cette présentation-là, je pense que vous allez en retirer encore plus de bénéfices. Donc, sans plus tarder, on commence. On va parler aujourd'hui de la gestion de produits Lean, entre autres, mais plus précisément de ce qui est en son cœur. Donc, pourquoi est-ce qu'on va chercher à se donner tout ce mal-là, généralement, quand on va essayer de faire des transformations orientées clients? C'est vraiment pour nos clients, qu'ils soient à l'intérieur de notre compagnie ou encore à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on va chercher aussi à s'assurer de la satisfaction de nos clients, étant donné que généralement, si on est une entreprise de service ou une entreprise qui est amenée à vendre des produits, bien, les clients peuvent être utilisés comme stratégie d'affaires. Puis, généralement, on va le voir là, quand on relit des commentaires d'évaluation sur des sites comme Amazon, des choses comme ça aide les clients à gagner en confiance par rapport aux produits qu'on cherche à vendre. Ça aide aussi par le bouche à oreille à avoir une bonne réputation puis à s'assurer qu'on est capable de générer encore plus de ventes. À l'inverse, si on ne prenait pas nos clients au sérieux, généralement, bien, ça se peut que ça fasse des insatisfaits. Mais par contre, comme on voit ici, il y en a peut-être comme Trash Gordon qui vont être heureux de voir là, les produits qui fonctionnent moins bien ou qui ne répondent pas aux attentes des clients se retrouver aux poubelles. Donc, les clients, c'est vraiment ceux qui sont au cœur de toutes ces transformations-là, puis de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'approche orientée client. Donc, ici, je vous présente le squelette qu'on va suivre tout au long de la présentation. Donc, je vous propose là, 6 modules qu'on va décortiquer plus en détail pour voir comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette approche orientée client-là, comment est-ce qu'on peut l'amener dans notre contexte, puis à quel point est-ce que c'est accessible. Vous allez voir, c'est généralement des choses qui sont bien à votre portée. Donc, on commence par notre premier module qui est la rétroaction qui alimente l'amélioration continue. Donc, si on fait un petit rapprochement avec notre approche Lean Startup, M. Gothard en a parlé tantôt à sa façon. L'approche Lean Startup a 3 volets qui sont de construire, de mesurer et d'apprendre. Quand on va chercher à apprendre, on va chercher à évaluer qu'est-ce que les consommateurs pensent du produit qu'on leur livre. Donc, on va chercher à en retirer des idées. Puis c'est ces idées-là qui vont laisser de la place à l'innovation, puis aussi à peut-être des changements d'orientation dans la manière dont on va pouvoir développer notre produit par la suite. Donc, c'est super important d'être à l'écoute de nos consommateurs. Puis, de cette façon-là, en fait, je vais vous proposer 7 différents moyens dont on peut y arriver. Je parlais d'innovation, mais il y a aussi d'autres manières dont on peut, d'autres raisons qui peuvent nous amener à collecter de l'information par rapport à ce que pensent nos clients, nos consommateurs. Donc, ça peut être une manière d'améliorer nos produits, mais on peut aussi essayer d'évaluer comment est-ce que le niveau de satisfaction par rapport à nos produits évolue à travers le temps. Je vous en parlais d'emblée aussi. On cherche de cette façon-là à rehausser l'expérience client, puis à s'assurer qu'on est capable de garder la même base de clientèle, s'assurer que cette clientèle-là va être pérenne à travers le temps, puis qu'on va être capable là, de la garder pour le futur, puis s'assurer qu'on est capable aussi de capitaliser sur cette clientèle-là pour aller potentiellement chercher d'autres clients. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Généralement, surtout en 2020, les moyens sont encore plus faciles, sont encore plus accessibles. Puis, on va généralement parler de moyens de collecter l'information de façon numérique. Celui que vous connaissez sans doute le plus, c'est le sondage de rétroaction. Donc, des fois, ce qu'on voit popper dans notre écran, ce qu'on appelle des flash screens. Donc, c'est pour ne pas dire des fenêtres intempestives, mais c'est des manières là, dont on peut venir colliger de l'information par rapport à ce que pensent nos clients à certains moments dans le processus d'achat ou encore à certains moments qui peuvent être plus critiques, comme lorsqu'ils ont complété une transaction ou encore lorsqu'on voit qu'ils tournent en rond ou qu'ils rencontrent des problèmes. Donc, ça, c'est un moyen qui est super puissant. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les formulaires de contact client pour être capable de faire du forage de données, puis être capable d'alimenter le profil de nos utilisateurs, être capable de les construire. Comme lorsque les utilisateurs s'inscrivent à un site transactionnel, généralement, on va leur demander certaines informations.
comme leur nom, leur sexe, leur lieu de résidence, ce genre de choses-là. Ça, c'est super utile, surtout pour des sites transactionnels, pour être capable de construire des profils, être capable de savoir à qui est-ce qu'on parle, puis avec qui est-ce qu'on transige. Donc, c'est super pertinent, puis ça peut nous aider par la suite, là, comme on va le voir, à construire différents profils. Il y a d'autres moyens aussi qui peuvent être utilisés, surtout lorsqu'on va être dans le processus de construction, de réalisation de notre produit. Notamment, on peut penser aux tests d'utilisabilité dont on peut se servir. Les gens qui font du UX le connaissent probablement déjà, cet outil-là. Quand on va utiliser des maquettes fil de fer ou des wireframes, on est capable de jouer plus facilement avec différentes interfaces pour être capable de tester c'est quoi les interfaces qui sont les plus simples, les plus conviviales pour que les utilisateurs soient capables de retrouver de l'information, puis être capables de naviguer à l'intérieur de notre site. Donc, les tests d'utilisabilité, c'est une bonne manière aussi d'aller chercher un certain type de rétroaction. Puis, ultimement, bien, ça, c'est selon moi ce qui est le plus payant en termes de contact. C'est vraiment l'interview directe avec les clients. Là, à ce moment-là, on se permet de s'asseoir avec les consommateurs, les utilisateurs de notre produit ou de nos services pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de façon franche puis transparente des services qu'on leur offre. Puis, c'est ce qu'on appelle en ligne là, la voix du client. Donc, avec des entrevues dirigées, ça nous permet d'être capable de bien connaître leur opinion, puis de voir aussi comment est-ce que cette opinion-là va évoluer à travers le temps. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Là, vous me voyez peut-être venir, les médias sociaux nous amènent une super bonne source d'information. Par exemple, pour ceux qui ont vu Social Dilemma là, sur Netflix, il faut faire attention. Souvent, on peut voir les médias sociaux là, comme étant des méchants. Souvent, ils vont se servir du client comme étant le produit, étant donné que c'est eux autres qui sont à l'essai. D'un point de vue du point de vue d'une entreprise qui offre des produits et des services, par contre, ça nous permet d'utiliser comme les standards de la plateforme de développeurs de Facebook, différents outils pour être capable d'aller chercher de la rétroaction. Donc, je ne faisais pas nécessairement allusion à la manière dont les réseaux sociaux, pour cet outil-là, vont colliger de l'information eux-mêmes, mais plutôt des outils qui offrent, puis des statistiques qu'on est capable d'en dégager de façon plus pérenne. Puis encore là, c'est une bonne manière d'interagir avec les utilisateurs des produits puis de créer des communautés sur lesquelles on va être capable d'échanger encore plus directement, un peu à la manière des entrevues dont on vient de parler. Le sixième outil, c'est un outil auquel on pense peut-être moins. C'est vraiment les données d'utilisation système. Pour ce qui est des données qui sont public-facing, si je peux dire ça, comme les données d'utilisation à l'intérieur de Google Analytics, c'est facile d'avoir une bonne rétroaction, d'aller chercher différents indicateurs comme ceux qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais il y a d'autres outils aussi, comme ceux qu'offre Splunk, qui permettent d'analyser différents processus à l'intérieur des sites transactionnels ou encore de nos systèmes à l'interne. Ça permet d'analyser les logs qui peuvent être produits par ces différents systèmes-là pour être capable de tracer où est-ce que des fois les utilisateurs rencontrent des messages d'erreur ou où est-ce que les processus là, sont un petit peu plus difficiles, point de vue client. Puis, c'est une bonne manière aussi d'aller chercher un autre type de rétroaction là, qui est peut-être plus difficilement colligible autrement. Puis, ultimement, on en a parlé un petit peu tantôt quand je parlais des clients comme étant une stratégie d'affaires pour les entreprises. Assurément, si vous avez la capacité d'aller chercher de la rétroaction, puis de faire évaluer soit votre produit, vos services, ça peut être une bonne manière de savoir d'où vous partez, puis ce sont quoi les points de douleur que vos clients vivent. Puis, ultimement, bien, ça vous permet là, de construire sur ça de façon itérative, puis d'utiliser leur rétroaction pour améliorer les services que vous leur offrez. Donc, ce sont différents outils qui sont à votre disposition. Puis maintenant, ça nous amène au premier exercice. Donc, je vous demanderai d'identifier qui sont vos clients à l'intérieur de votre entreprise, puis aussi, ce serait quoi les moyens que vous pensez qui seraient le plus pertinents pour vous pour que vous puissiez solliciter la rétroaction de ces clients-là. Donc, je vous laisse environ 5 minutes. Prenez le temps d'y réfléchir. Puis, à ce moment-ci, Alex, je ne sais pas si on a déjà des questions. On pourrait peut-être prendre un moment pour y répondre, mais sinon, je laisserai les gens participer au premier exercice.
Oui, il y a eu une question de quelqu'un en cours de route. Quand tu parlais justement de la rétroaction, on a Solène qui demandait la rétroaction en mode télétravail dans un contexte de pandémie. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont à privilégier plus que d'autres? Euh, je ne sais pas si tu peux me donner un petit peu plus de contexte. Je pense que c'est Swellen. Oui, je sais pas si, je pourrais lui donner la permission. Ça qu'elle pourrait réécrire dans le chat ou je pourrais lui donner la permission de parler si jamais elle a le courage. Elle vient de nous indiquer dans le fond, il y a trop de bruit chez elle. Pas de souci. Sinon, je vois, il y a Simone aussi là, qui demande quel est le lien entre le profil du client puis le moyen à utiliser. C'est super intéressant. Je vais te demander de garder ta question pour tantôt, étant donné que je vais vous présenter là, différents outils là, pour être capable d'y arriver, puis vous allez peut-être mieux comprendre les liens qu'on peut faire de ce côté-là. Puis, Marcio, dans le fond, tu demandais est-ce qu'on parle de la clientèle interne ou du client final? Ben, vous allez voir des fois, là, quand on va parler de produits, de livraison par produit, moi, j'en parle de façon super inclusive. Fait que des fois, on parle de produits comme étant des services qu'on va livrer. Le client, en fait, c'est vraiment la personne qui va bénéficier de ce service-là. Donc, ça se peut que les clients soient à l'intérieur de votre entreprise, si vous êtes dans une grande entreprise, ou encore qu'ils soient vraiment là, des consommateurs, donc des clients externes à l'entreprise. Il y a des gens qui se joignent à nous en ce moment. On est bien dans une présentation. Par contre, en fait, il y a des petits moments de pause prévus pour que les gens puissent réaliser un exercice. Donc, on va reprendre dans 1 minute, en fait, dans quelques secondes pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, vous êtes à la bonne place, puis c'est pas que votre son ne fonctionne pas. Super. Donc, j'espère que ça vous a permis de mettre en pratique qu'est-ce qu'on vient de voir comme sujet. Puis que ça vous a permis aussi de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer chez vous. Donc, je vous propose de continuer. Maintenant, on serait rendu à voir comment est-ce que les données que vous allez avoir réussi à colliger de la part de vos clients peuvent faire du sens. Donc, on est rendu à l'étape 2 là, de notre approche orientée client. Puis, on va voir là, qu'est-ce qu'on peut rechercher aussi dans ces données-là pour être capable là, de bien les interpréter puis de s'assurer qu'on est capable de prendre action par rapport à ces données.
Donc, d'abord, là, je veux encore faire un petit rapprochement avec notre démarche Lean Startup. À ce point-ci, on va chercher à mesurer certaines données pour être capable de s'assurer qu'on est capable de prendre une rétroaction par rapport à ce que nos clients pensent, puis être capable de mesurer et puis de s'ajouter par la suite. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est vraiment aller chercher des faits, de l'information tangible sur laquelle on va pouvoir se baser. On ne veut pas se baser uniquement sur l'instinct, comme on pouvait le faire des fois par le passé. Des fois, quand on avait des grands projets de 2-3 ans, on pensait avoir l'assurance de ce que désiraient les consommateurs. Puis, on avait peut-être aussi un marché qui était moins dynamique, puis qui évoluait moins vite. Par contre, là, étant donné la rapidité là, d'évolution du marché, comme on l'a vu à l'intérieur du deuxième keynote, c'est super important d'être capable d'aller chercher de la rétroaction sur une base régulière, puis le plus rapidement possible pour être capable de s'ajouter. Donc, mesurer nos données, c'est super intéressant. Ça nous permet ultimement de mieux contrôler les décisions qu'on va prendre, puis de nous donner l'assurance qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, basé sur ces principes-là, qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer? Bien, dans un premier temps, on va chercher à mesurer c'est quoi la valeur pour le citoyen. Comment est-ce qu'on, bien, pour le citoyen, pour nos clients final. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer de ce côté-là? Je vais vous donner quelques exemples de KPI là, dans la prochaine slide, mais un qui peut être intéressant, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, si on voit que les utilisateurs de notre plateforme, de notre produit décroissent, à ce moment-là, bien, ça peut être un bon indicateur que notre produit est moins pertinent par rapport à leurs besoins puis qu'on a peut-être des choses à ajouter. Donc, la valeur, c'est un premier élément qui est important de considérer. Puis, dans un deuxième temps, on va chercher à évaluer aussi c'est quoi les coûts que ça génère, ce développement-là pour notre organisation. Donc, les coûts sont plus associés au niveau de la rentabilité. Donc, c'est si on a le meilleur produit et qu'on est capable d'offrir des fonctionnalités qui sont super tripantes pour nos utilisateurs, bien, il faut quand même s'assurer qu'on est rentable sur le long terme puis qu'on est capable de générer des bénéfices. Ultimement, troisièmement, on va commencer par s'intéresser à la qualité. Donc, du moment où les deux premiers éléments sont répondus, on va pouvoir aussi commencer à considérer est-ce que ce qu'on livre, c'est de la qualité pour nos clients? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont générées? Est-ce que les utilisateurs laissent tomber à certains moments dans notre processus transactionnel ou encore dans l'utilisation de leurs produits? Est-ce qu'il y a des défauts qui sont répertoriés puis connus du public? Donc, la qualité, c'est un autre élément qui est important. Puis, maintenant, ultimement, on va parler du bonheur. Donc, c'est quoi la satisfaction que ça amène pour nos consommateurs? Puis, il y a différents indicateurs comme le Net Promoter Score qui nous permettent d'évaluer ça. Le Net Promoter Score, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que vous recommanderiez le produit à votre famille ou à vos amis? Donc, si généralement la réponse est oui, bien à ce moment-là, on a un bon indice que les consommateurs seraient prêts à racheter le produit ou à le réutiliser, puis j'ai pas de meilleure traduction, mais qui vouch notre produit, puis qui en font la promotion aussi à notre profit. Donc, le niveau de bonheur, c'est super important. Puis, plus précisément, comment est-ce qu'on peut mesurer ces différents indicateurs-là? Bien, quand on va parler de la valeur, on en a parlé, mais quand on va voir c'est quoi le nombre d'utilisateurs quotidiens, le trafic qui soit généré de façon payante ou encore de façon organique, c'est une bonne manière d'être capable d'aller chercher des indicateurs qui nous assurent qu'on livre de la valeur. Quand on va parler plus des coûts qu'on va chercher à surveiller, on va plus s'intéresser à des indicateurs du type les coûts récurrents mensuels, les coûts d'utilisation, puis d'acquisition des utilisateurs. Puis, on va chercher aussi à s'intéresser à des indicateurs comme le Customer Lifetime Value. Donc, c'est quoi tout l'argent ou les bénéfices, le profit que nos utilisateurs vont amener tout au long de leur durée d'utilisation du profit. Donc, ça nous permet d'évaluer combien d'argent est-ce qu'on va être capable de venir chercher de nos consommateurs pour savoir, bien, ultimement, combien est-ce qu'on peut aussi investir chez eux, puis que ce soit en marketing ou en coût de développement de produits.
On va s'intéresser aussi à d'autres mesures, d'autres métriques quand on va regarder le niveau de qualité. Si on interagit avec nos clients, surtout de façon numérique, je pense qu'en 2020, ça devient le cas pour de plus en plus d'entreprises. Les indicateurs comme le bounce rate ou le churn rate, ça va nous dire à quel moment est-ce que nos utilisateurs débarquent dans le processus d'utilisation. Si, par exemple, on le sait que les gens ne sont pas capables de parler à des gens au téléphone du soutien service à la clientèle ou encore qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher de l'information nécessaire à leur processus d'achat. À ce moment-là, on va voir que les transactions ne sont pas complétées. Puis, c'est une bonne manière aussi de détecter là, qu'on a des processus dans la manière dont on va offrir notre produit à nos consommateurs. Côté bonheur, en fait, on peut s'intéresser à d'autres types de métriques. Quand on va parler du taux de rétention, le taux de satisfaction aussi, le CSAT, qui est super intéressant. Là, ça va nous donner d'autres mesures là, qui sont complémentaires à ce dont je vous parlais, là, le Net Promoter Score, qui vont nous permettre aussi d'avoir l'assurance qu'on travaille sur les bonnes choses et qu'on livre des choses qui sont cohérentes aux besoins des utilisateurs. Donc, avec tout ça, je ne sais pas si vous voulez prendre un petit screenshot de cette image-là. Ça va nous amener à notre deuxième exercice. Puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez qui est pertinent de mesurer pour les utilisateurs. Puis, du même moment, en fait, je profiterai de l'opportunité pour voir avec vous si vous avez des questions jusqu'à ce point-ci. Le deuxième exercice, en fait, je voulais voir c'était quoi les indicateurs sur lesquels vous pourriez travailler ou que vous pourriez ramener chez vous pour être capable de prendre des mesures pertinentes. Là, on me dit que vous n'avez pas eu le temps de prendre un screenshot, donc je vais vous laisser cette fenêtre-là pour les prochaines minutes. Je prends note de ton commentaire et de la rétroaction client pour les prochains ateliers ou les prochaines présentations. Je vais essayer de vous mettre un peu de musique ou une petite musique d'ascenseur. C'est une bonne idée.
je vais prendre l'opportunité pour répondre à ta question que je viens de lire. Malheureusement, vite comme ça, je n'ai pas de nom de fournisseur logiciel là, à te proposer. Par contre, là, je sais qu'il y en existe plusieurs là, qui peuvent être déjà intégrés facilement à l'intérieur de sites web ou ce genre de choses-là. Selon les outils que vous allez rechercher, il y a sans doute certains là, qui se démarquent un petit peu plus. Puis là, tu me parles d'aller chercher de la rétroaction, puis d'essayer de convaincre les gens de donner 30 minutes de leur temps là, pour être capable de donner du feedback. C'est sûr que 30 minutes, surtout aujourd'hui, là, c'est énorme. Là. Les gens, je pense qu'ils ne veulent pas consacrer autant de temps que ça à donner de la rétroaction. Là. Donc, si vous êtes capable d'être capable d'aller chercher de la rétroaction, du feedback, peut-être plus rapidement, simplement, je pense que ça va vous aider là, à avoir des commentaires plus spontanés, puis peut-être qui amènent plus de valeur aussi. 30 minutes, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Super. Donc, je vous propose de continuer, étant donné qu'on a quand même un petit bout de fait, mais il nous en reste encore une bonne partie. J'espère que vous avez eu le temps d'identifier certains indicateurs que vous pourriez ramener chez vous. Donc, pas besoin nécessairement d'être un product owner pour être capable de les utiliser, de prendre action là-dessus. Vous pouvez être dans une équipe de développement ou encore du point de vue de la gestion, puis chercher à rapatrier ça chez vous. Donc, j'espère que de ce côté-là, c'était quelque chose que vous avez trouvé intéressant. Maintenant, on va parler plus de la manière dont on peut prendre ces métriques-là, ces données-là, ou encore la rétroaction pour être capable de mieux comprendre le consommateur puis ses besoins. Donc, à ce point-ci, dans le temps, on va chercher à vraiment venir forer les données ou encore à venir identifier comment est-ce qu'on peut déceler des comportements puis mieux vulgariser nos consommateurs. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Il y en a qui sont sans doute familiers avec l'approche de design thinking où on a 2 diamants. Dans cette approche-là, le premier diamant, ça nous permet de comprendre c'est quoi le problème ou la cause racine des problèmes que rencontrent nos clients. Ça va nous permettre de s'assurer qu'on a une bonne compréhension de leurs besoins. Puis pour ce faire, là, vous allez voir, on va prendre une approche là, diverger, converger, un peu comme on va le faire pour le deuxième diamant, où là, on va chercher à s'assurer qu'on a la bonne compréhension de la solution qu'on doit livrer, puis comment est-ce qu'on peut répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Donc, dans un premier temps, quand on va chercher à comprendre le problème, on va avoir une première phase où est-ce qu'on va venir faire diverger les idées pour s'assurer qu'on a tous les problèmes connus des utilisateurs sur la table. Où est-ce qu'on va chercher à évaluer, bien, ce sont quoi les problèmes qui sont les plus fréquemment rencontrés, puis s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. Donc, à ce moment-ci, on est plus dans un mode exploratoire, où est-ce que, lorsqu'on va avoir atteint un certain sommet, on va chercher à venir circonscrire les problèmes ou le problème qui est rencontré par nos utilisateurs pour mieux le définir. À ce moment-ci, bien là, on se sert encore de notre approche là, diverger, converger pour être capable de venir identifier les besoins de nos clients. Puis par la suite, bien, on va venir développer notre solution. Donc, on va s'assurer qu'on couvre de façon le plus large possible les besoins du client. Donc, le paradigme de Pareto là, pourrait être un bon exemple de ce côté-ci. Puis, ultimement, on va chercher à venir faire converger ces solutions-là lorsqu'on va les livrer de façon itérative à nos clients. Donc, le design thinking, ça peut être un des nombreux outils qui peut être utilisé là, pour être capable de mieux répondre aux besoins. Puis, quand on va chercher à livrer la solution, bien, on va chercher à offrir le produit ou la fonctionnalité qui est le plus optimale pour notre client. Puis, en gestion de projet traditionnel, quand on veut déterminer si un produit, en fait, si un projet est un succès, on va suivre ce qu'on appelle le triangle de fer, donc le coût, délai, qualité. Mais quand on va s'intéresser à une approche de design thinking, on va tenir compte de 3 autres variables qui sont est-ce que notre solution, notre produit est désirable? Donc, est-ce que les consommateurs vont en vouloir en bout de ligne?
On va s'intéresser aussi à savoir, est-ce que ce qu'on s'apprête à réaliser, c'est quelque chose qui est faisable? Donc, est-ce que techniquement, c'est une solution qui est atteignable? Est-ce que ça va être périn à travers le temps? Bref, est-ce qu'on va, si on est capable d'atteindre un certain état là, pour notre produit, est-ce que ça va être durable en tant que tel? Puis, ultimement, on va chercher à voir, est-ce que pour notre entreprise, c'est quelque chose qui va être viable? Donc, est-ce qu'on est capable de rentabiliser la solution qu'on va proposer, de générer des bénéfices, ou si c'est quelque chose qui n'est pas rentable sur le long terme, puis ultimement qu'on va devoir abandonner parce qu'on le sait, ce n'est pas nécessairement la bonne avenue de point de vue profit. Donc, ça, c'est vraiment les 3 sphères qu'on va chercher à respecter quand on va identifier notre solution. Puis, là, il y a d'autres personnes qui vont même une étape plus loin pour s'assurer qu'on respecte d'autres standards, comme est-ce que le produit ou la solution qu'on va livrer est éthique, puis est-ce que c'est une solution aussi qui est durable, donc est-ce qu'on va livrer ce produit-là, cette solution-là, au détriment de l'environnement ou de d'autres de d'autres personnes. Donc, un peu ce dont parlait M. Gothard là, dans le deuxième keynote. C'est toutes d'autres considérations qu'on peut avoir lorsqu'on va livrer des nouvelles fonctionnalités. Donc, ce point de vue solution, ça, c'est des exemples de choses qu'on peut garder en tête. Puis, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on travaille sur les bonnes choses? Quand on va être dans notre mode exploratoire dont je vous parlais tantôt, s'assurer qu'on a une bonne compréhension des problèmes, un des outils qui est les plus populaires, puis avec raison, c'est les personas. Donc, les personas, en gros, à quoi ça peut ressembler? C'est une vulgarisation des utilisateurs de notre système. Ici, si on livre un système pour des étudiants ou encore un produit qui s'adresse à une clientèle qui est plus jeune, on pourrait avoir un persona type qui est celui de Marion Bouard. Marion, en fait, c'est une lycéenne. Elle étudie sa licence en informatique à l'Université de Lyon, je pense, ou quelque part en France. À l'intérieur de cette image-là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'identifier c'est quoi les différentes caractéristiques qui viennent différencier Marion par rapport aux autres utilisateurs. On identifie aussi c'est quoi les objectifs ou ses souhaits. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de répondre à ses besoins. Puis, on va être capable aussi de bien comprendre c'est quoi son profil d'utilisateur. Donc, c'est quoi les comportements qui vont la caractériser. Puis, avec cette simple image-là, on a l'impression de déjà connaître Manon alors qu'on ne l'a jamais rencontré puis que c'est un personnage fictif. Donc, les personnages, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Puis, tout au long là, du reste de la présentation, là, vous allez voir, on peut réutiliser ces personnages-là à l'intérieur de 2 autres outils qui vont nous permettre là, de bien caractériser puis de bien comprendre le raisonnement que peuvent entreprendre nos utilisateurs. Donc, gardez ça en tête. Les personas, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir aussi plusieurs là, si vous avez des produits plus complexes. Il n'y a pas rien qui vous empêche là, de vous en faire là, tant que ça devient, en fait, que la vulgarisation des utilisateurs de votre produit est bien respectée. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à bien cerner les problèmes? Les cartes d'empathie, en fait, je trouvais que c'était un outil qui était très à propos là, dans ce contexte-là. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, en fait, les cartes d'empathie, ça va nous permettre de bien comprendre c'est quoi les points de douleur de nos utilisateurs et c'est quoi les bénéfices aussi qu'ils vont rechercher. Donc, on va vraiment utiliser l'empathie, l'intelligence émotionnelle pour se mettre dans la peau de nos clients, pour être capable de comprendre comment est-ce qu'ils interagissent avec notre compagnie puis comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser les produits, puis comment est-ce qu'ils peuvent les percevoir de cette façon-là. Puis aussi, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'ils en disent. Donc, c'est super puissant d'un point de vue marketing pour être capable de bien ajuster des messages parfois. Puis aussi, s'assurer ultimement, qu'on va être capable d'avoir une bonne compréhension là, de qu'est-ce qu'ils recherchent, puis ce sont quoi leurs points de douleur. Donc, ça, c'est un outil qui est libre, en fait. Si vous allez là, sur le site de GameStorming, vous allez voir le lien, puis en fait, vous voyez le lien ici. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger gratuitement puis rapatrier à l'intérieur de votre entreprise.
Puis tout au long de la présentation, en fait, vous voyez, là, je mets les liens vers les sources où j'ai pris certains outils. Donc, si jamais vous voulez vous y référer puis aller les consulter, c'est libre à vous. Donc, c'est tous des choses qui sont publiques et disponibles sur le web. Ultimement, quand on va être rendu plus au moment de s'assurer qu'on travaille sur la bonne solution, bien, on peut penser à des parcours utilisateurs comme ceux qui sont proposés ici par le Nielsen Group. Le Nielsen Group, en fait, c'est un équivalent de Gartner pour ceux qui le connaissent à moins. Puis ils sont spécialisés vraiment dans la compréhension, la vulgarisation des comportements utilisateurs. Donc, ici, ce qu'on retrouve, c'est une carte de parcours utilisateur qui vont nous aider à bien comprendre le raisonnement que les gens vont suivre tout au long là, de leur cheminement. Ici, on a Eric, qui est notre persona. Donc, Eric, lui, c'est quelqu'un qui est émotionnel, qui achète des autos basées sur le statut que ça va lui procurer, puis sur aussi le caractère esthétique de la voiture. Donc, il est plutôt compulsif. On arrive à comprendre que pour lui, bien, il a besoin de se rendre à son travail, puis qu'il a besoin d'une auto qui est fiable, mais il est plus flasheux qu'il a besoin là, de quelque chose de durable. Donc, Eric, dans son comportement d'achat, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par se faire exposer à de la publicité, à de la publicité. Il va aussi se faire sensibiliser à ça, puis il est très influençable. Donc, au-delà d'environ une semaine, à ce moment-là, bien, il commence à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il recherche. C'est quoi ses véhicules préférés. Puis là, à ce moment-là, il rentre plus dans une phase d'exploration qui va pour lui durer environ 2 mois. Donc, à partir de là, il commence à se créer des comptes sur des sites, là, des sites transactionnels de vente de voitures. Il va être capable aussi de voir des rapports, voir qu'est-ce que les gens en disent. Puis c'est à ce moment-là qu'il va vraiment commencer à rentrer dans une phase de comparaison où là, il va avoir ciblé des modèles sur lesquels il va pencher un petit peu plus. Puis, à ce moment-là, il va vraiment commencer à comparer les différentes fonctionnalités de ces modèles-là. Puis, cette étape-là de comparaison, pour lui, ça va durer environ 1 mois. Donc, par la suite, là, il va rentrer plus dans une phase de test où est-ce que là, il va chercher à aller essayer les autos, voir comment est-ce que ça répond à ses attentes et aux critères qu'il avait préalablement établis. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'Éric, il y a tout un cheminement, tout un processus de réflexion que là, on a réussi à vulgariser, puis en le rendant transparent, un peu comme ce qu'on peut voir dans un tableau Kanban, bien, on est capable de mieux cerner bien, comment est-ce qu'on peut ultimement le rejoindre, s'assurer qu'on vient interagir avec lui de façon différente à chaque moment de son processus. Donc, un parcours utilisateur, ça peut être complémentaire à des analyses ou des études de marché, ce genre d'outils-là. Donc, c'est quand même assez puissant. Puis, si vous avez la chance là, d'en faire une, c'est quand même assez énergivore, mais c'est quelque chose qui peut être très payant pour une entreprise puis le développement d'un produit. Donc, ce qu'on a vu, c'est que bien, à différents moments dans un processus là, de compréhension du problème et d'identification de la solution, il y a différents outils en fait, qui s'offrent à vous. Généralement, on peut commencer par comprendre ce sont qui nos utilisateurs, se mettre dans leur situation pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Puis par la suite, en fait, ça nous permet, entre autres, de prendre action puis de voir c'est quoi la solution qu'on envisage puis comment est-ce que celle-ci va être utilisée. Dans l'exemple d'Éric, quelque chose que j'ai omis de vous mentionner, c'est que là, on parle de voitures, des choses qui existent déjà. Par contre, quand on va le faire pour un produit qui est en développement, le parcours utilisateur là, peut être substitué à ce qu'on envisage qui va être le processus d'interaction avec notre client. Donc, ça peut être fictif aussi là, en termes de parcours utilisateur. Par contre, il faut être sûr là, d'avoir quand même une certaine rétroaction, là, puis s'assurer qu'on n'est pas trop déconnecté aussi de la réalité de nos clients. Donc, il y a un petit point là, à faire attention, mais sachez que même pour du nouveau développement, c'est super approprié. Donc, ça nous amène à notre troisième exercice, qui est la construction d'un persona type. Donc, je vous demanderai de vous prêter au jeu. Donc, ici, je vous ai mis un petit diagramme en 4 cadrans où là, vous pouvez vous construire votre persona. Ça peut être Harry Potter si vous le désirez. Donc, vous pouvez le nommer, lui trouver un avatar. Vous pouvez aussi identifier son profil. C'est quoi son comportement? Comment est-ce qu'il réfléchit? Puis, c'est quoi ses besoins aussi?
Donc, si vous travaillez sur un système en particulier puis que vous avez déjà une bonne compréhension de votre clientèle, ça va être un exercice qui va être intéressant. Puis, pour ceux là, qui connaisseraient moins leurs utilisateurs finaux, bien, je vous demanderais là, d'essayer de vous prêter au jeu. Puis, peut-être que force de réflexion, là, ça va vous amener des idées à amener chez vous. L'exercice, j'avais prévu 5 minutes, mais je vois le temps qui file, puis je pense qu'on va raccourcir un petit peu là, cette étape-ci. Moi, je vois des gens qui parlent de produits plus techniques. En fait, François, ton commentaire, il est bon, là. Si vous travaillez sur des bases de données, là, à ce moment-là, c'est vraiment personnel comme opinion, mais ce n'est pas nécessairement un produit, c'est peut-être plus un service que vous offrez. Donc, si vous êtes responsable de l'information, comment est-ce que, qui va utiliser cette information-là? De quelle manière est-ce qu'ils vont s'en servir? Ce sont quoi leur profil d'utilisation? Puis qu'est-ce qu'ils pourraient chercher? Ça peut être des questions là, auxquelles tu pourrais essayer de répondre. Excellent. J'espère que vous avez eu le temps de compléter ce petit exercice-là, puis de caractériser vos utilisateurs, vos clients. Donc, sans plus tarder, je vous proposerai de continuer puis de tendre vers notre prochaine étape qui est d'habiliter les gens en première ligne. Donc, pour ce point-ci, en fait, c'est l'élément qui est, selon moi, puis c'est vraiment une opinion qui est personnelle, mais qui est le plus crucial puis bénéfique pour les organisations. Par contre, je vous avertis tout de suite, ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus facile à implanter si on veut être capable d'avoir un écosystème où on est capable d'amener notre approche orientée client. Donc, pour ce point-là, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est vraiment d'habiliter les gens en première ligne. Puis, généralement, ce sont qui sont sur les lignes de mêlée? Ce sont les product owners, ce sont les équipes de développement. Puis, ce sont les gens, en fait, qui sont les plus proches possibles du produit. Puis, ce sont les gens qui ont la meilleure connaissance aussi de ce produit-là. Généralement, c'est d'autant plus vrai là, que lorsqu'on est dans des grandes organisations, donc c'est difficile de demander à un président d'entreprise de bien connaître de fond en comble tous les produits qui se trouvent à l'intérieur de son entreprise, surtout si on est dans une multinationale. Donc, c'est le genre de choses qui est pratiquement impensable. Puis, c'est pour ça qu'il faut être capable là, de bien responsabiliser les gens comme les product owners pour s'assurer que ceux-ci là, sont capables de prendre les bonnes décisions en lien avec la gouvernance de leurs produits. Donc, je vous en parlais. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire à cette étape-ci dans le temps? Si on va chercher à décentraliser la capacité décisionnelle. Dans un premier temps, souvent, ce qu'on va retrouver à l'intérieur des organisations, c'est qui sont plus hiérarchiques.
plus traditionnelles, ce sont des capacités décisionnelles qui sont centralisées. Donc, quand on va identifier un projet ou le besoin pour un produit, à ce moment-là, bien, ça va se faire souvent dans les hautes instances de l'organisation, puis ce besoin-là va descendre tranquillement jusqu'aux équipes qui vont être amenées à construire le produit en tant que tel. À ce moment-là, bien, la capacité décisionnelle est vraiment plus au niveau de la gestion. Puis, les gens qui sont amenés à travailler sur le produit n'ont pas nécessairement la latitude pour prendre toutes les décisions qu'ils souhaiteraient prendre. Si on revient ça de côté, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de l'entreprise? C'est une entreprise qui est plus décentralisée. Donc, à ce moment-là, si on parle d'organisation libérée, structure aplatie, d'holacratie, c'est un peu ce qu'on va voir, c'est des centres décisionnels qui sont vraiment propres aux équipes. Donc, tout le monde peut faire à peu près n'importe quoi. Par contre, une des faiblesses de ce type d'entreprise-là, c'est le fait que les décisions ne sont pas nécessairement concertées, puis que les équipes ne collaborent pas toujours entre elles pour être capables d'y arriver. Ça nous amène à notre troisième modèle, qui est le modèle d'organisation plus distribuée, où là, on a un certain équilibre entre le modèle centralisé puis le modèle décentralisé, où on est capable d'amener les équipes à prendre des décisions, mais qu'on se garde une certaine capacité décisionnelle aussi au niveau de la gestion. Donc, c'est vraiment le meilleur entre les deux mondes où est-ce qu'on est capable de trouver un point d'équilibre entre l'autonomie qu'on est prêt à laisser à nos équipes de réalisation, mais aussi avec celle du point de vue d'un gestionnaire avec laquelle on peut être confortable, puis avec laquelle on a une certaine tolérance face aux risques. Donc, dans cet esprit-là, il y a John Kotter, qui est un chercheur, un professeur à Harvard, qui a publié, entre autres, ses travaux dans le framework SAFE. En fait, le fruit de ces travaux-là, c'est vraiment qu'une organisation peut bénéficier d'un modèle à un modèle à dualité. Donc, dans un premier temps, on peut bénéficier de la stabilité, de la force d'une entreprise qu'offre la hiérarchie à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ça nous amène une certaine efficacité dans le sens que la hiérarchie va amener une structure puis une capacité aux gens à répéter certaines actions de façon constante puis de façon assez stable. Par contre, ce n'est pas nécessairement le type de modèle qui va nous permettre le plus de flexibilité puis la meilleure capacité d'adaptation. Pour des équipes qui recherchent de l'agilité, ce n'est pas ce qui est le plus souhaitable. Donc, être capable de bénéficier aussi d'un modèle plus matriciel à l'intérieur des entreprises, ça nous amène une certaine rapidité d'innovation. Puis ça nous amène la capacité pour les équipes de travailler en collaboration sur différents projets, de se créer certaines coalitions de leaders où est-ce que là, on serait capable de prendre des décisions en lien avec la gouvernance de notre produit. Donc, vous voyez qu'on est capable d'aller chercher dans un type d'organisation où est-ce qu'on va avoir une capacité décisionnelle plus distribuée, les bénéfices qui vont amener la hiérarchie, mais aussi les bénéfices qu'un réseau de personnes plus matricielles peut amener à l'intérieur d'une entreprise. Donc, tout ça, ça nous amène à notre rôle de product owner. Maintenant, là, je vais ouvrir une polémique là, de façon consciente. Quand on va chercher à décentraliser différentes choses, généralement, ce qu'on cherche à décentraliser, c'est les tâches plus opérationnelles, donc la capacité du PO à créer des histoires, à affiner le carnet, à identifier des critères d'acceptation. Là, je dis product owner, c'est volontaire, étant donné que souvent, c'est la manière dont on va voir le PO à l'intérieur des organisations qui ont une culture plus traditionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper du produit, mais du point de vue plus d'un gestionnaire que d'un leader. Maintenant, ce qui est là où ça va être difficile, ça va être si on cherche à décentraliser des tâches plus de niveau hiérarchique. Donc, un PO, c'est généralement quelqu'un dans le sens où Scrum l'entend, qui va être capable de maximiser la valeur pour son produit, son projet. Donc, les PO, c'est la manière dont on irait faire dans ce sens-là, ce sont plus des product managers plutôt que des product owners. Donc, ils ont une capacité à gérer le projet, identifier stratégiquement ce serait quoi la direction qu'un produit devrait prendre. Puis pourquoi tantôt je vous disais que je vais ouvrir une polémique, c'est parce que pour les fervents défenseurs de SAFE, dans SAFE, les product managers, ce sont des gestionnaires de product owners. Plutôt que des gens qui ont une meilleure capacité décisionnelle au niveau stratégique, un peu dans le même sens que Melissa Perry l'entend.
Donc, ce qu'on va chercher à décentraliser le plus souvent si on va être capable de générer des bénéfices puis de tendre vers une approche orientée client. Ce sont vraiment toutes les étapes là, de maximisation de valeur puis d'être capable d'adapter la carte de route du produit pour faire des pivots puis s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, maintenant, avec tout ça, il nous reste 2 modules. Je pense que je parle un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Je vais peut-être sauter cet exercice-là. Par contre, si vous voulez vous prêter au jeu, vous pourriez essayer d'identifier ce serait quoi les domaines de décision que vous pourriez décentraliser à l'intérieur de votre entreprise, puis pour votre équipe. Donc, ben non, finalement. Alex, ça finit à 50? Donc, oui, fait qu'il y a encore un 25 minutes. Un bon 25 minutes. C'est bon. Dans le fond, on va prendre le temps de se prêter à ce jeu-là, étant donné que c'est lui qui est, selon moi, un des plus payants. Je vais vous demander d'identifier ce serait quoi les décisions que vous pensez qui pourraient être décentralisées pour vos équipes, puis que vous seriez prêt à prendre en charge. Si vous êtes gestionnaire, bien, vous pouvez faire le même exercice. Dans le fond, vous pouvez voir ce serait quoi les décisions que vous seriez à l'aise de laisser aller à votre équipe. Un peu puis si vous voulez aller plus profondément dans ce type d'exercice-là, je vous conseille d'explorer un atelier qui s'appelle la délégation de pouvoir, qui est emprunté du management 3.0. Donc, pour ceux qui voudraient se prêter à cet exercice-là chez eux, puis voir entre PO et gestionnaire, ce serait quoi qui pourrait être décentralisé, c'est quelque chose qui vous permettrait d'approfondir ces notions-là. Jeff, oui, tu as raison, c'est Delegation Poker. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais effectivement, c'est l'exercice de délégation de pouvoir, mais ça s'appelle le Delegation Poker. J'espère que vous avez été capable d'identifier quelques domaines de décision que vous pensez qui pourraient être pris en charge par vos équipes, puis avec lesquels vous seriez confortable. Donc, si vous êtes prêt à proposer ça à votre gestionnaire demain, je pense qu'il va peut-être avoir une petite surprise, mais je vais vous laisser gérer ses attentes. Puis il y a des gens dans le chat qui me mentionnaient, c'est ça, que c'était le Delegation Poker.
Puis effectivement, là, pour ceux qui se prêtent à ce jeu, qui se sont déjà prêtés à ce jeu-là, c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident, étant donné que ça amène à identifier ce serait quoi les domaines de décision du point de vue d'un gestionnaire, mais aussi du point de vue d'un PO, que ces deux parties-là peuvent avoir en commun. Puis ça nous aide à savoir, bon, mais on en est où au niveau des étapes de délégation ou plus direction. Où est-ce qu'on en est actuellement, puis ça serait quoi les objectifs qu'on souhaite se donner aussi, si on souhaite améliorer notre situation, puis chercher à décentraliser certaines décisions. Donc, ça peut être quand même assez intéressant comme exercice. Maintenant, ça nous amène au volet de construire l'expérience. Donc, lorsqu'on va être product owner à l'intérieur d'une équipe de livraison par produit, maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est PO, on n'est pas concerné par tout ce qui se passe dans le processus de réalisation. Puis à ce moment-là, je pense qu'il faut être quand même sensible à certains éléments, d'autres bonnes pratiques là, qui peuvent être amenées puis qui peuvent être bénéfiques pour nos équipes de livraison par produit. À ce point-ci dans le temps, on en est vraiment à l'étape de construction. Puis, je fais le rapprochement encore avec notre démarche Lean Startup parce que à ce moment-ci, je vais emprunter un autre des concepts qu'on y véhicule là, dans le livre d'Eric Ries, qui est la notion de MVP. La notion de MVP, on en parle là, quand même souvent, puis je n'irai pas dans le détail par rapport à ça. Par contre, là, tout ce qui est le produit minimalement viable, c'est sûr qu'on va chercher à livrer les plus petites bouchées possibles pour être capable d'aller chercher de la rétroaction aussi le plus rapidement possible. C'est maintenant rendu le modèle d'affaires des Spotify, Netflix de ce monde où est-ce qu'on retrouve beaucoup de concurrence. S'ils ne faisaient pas ça, à ce moment-là, eux autres se feraient damer le pion là, par des gens qui seraient plus réactifs et qui auraient une meilleure capacité à livrer de la valeur à leurs clients. Donc, pour ce qui est du MVP, on veut vraiment s'assurer qu'on lit des choses de façon succincte, puis être capable de le faire de façon évolutive puis incrémentale. Puis, il faut garder en tête, par contre, que dans la manière dont on va construire notre MVP, on va chercher à livrer des fonctionnalités qui sont découpées verticalement, c'est-à-dire qui vont tenir compte des notions de beauté, d'utilisabilité, de fiabilité, de fonctionnalité aussi. On ne veut pas nécessairement livrer des choses qui sont seulement fonctionnelles, mais qui sont des fois ce qu'on appelle des ugly interfaces. Des fois, ça va déterrer les utilisateurs finaux, puis ceux-ci là, vont peut-être garder une mauvaise impression du produit, surtout s'ils voient quelque chose qui était boboche. Donc, dans la manière dont on va construire notre MVP, je vous suggère là, de penser à ça. Puis, si vous voulez vous en souvenir, en fait, pensez à un gâteau. Si vous construisez votre MVP comme un gâteau, assurément, je pense que vous allez vouloir manger votre gâteau en pointe plutôt que de manger le glaçage en premier. À ce moment-là, ça se peut que vous ayez mal au cœur, puis que ça ne vous tente plus nécessairement de manger du gâteau. Fait que c'est une bonne manière de s'en souvenir. Puis quand on va parler de livraison par produit, généralement, comme je vous le disais, on va se baser sur des notions d'équipe agile. Donc, les équipes qui vont être appelées à travailler sur les produits, on va le souhaiter qu'ils soient agiles, qu'ils ne soient plus nécessairement, qu'il n'y ait plus un découpage de compétences qui soit aussi segmenté que ce qu'on retrouvait dans les approches en cascade. Donc, on veut des équipes qui sont multidisciplinaires puis qui sont le plus auto-organisées possible pour être capables de collaborer entre eux autres, d'avoir des bonnes interactions, puis s'assurer qu'à l'intérieur de nos équipes, on couvre l'inventaire des compétences qui sont nécessaires pour être capable de livrer le produit sur lequel on travaille. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher des gens qui ont des profils qui sont dits en T. Donc, la barre horizontale du T, ça va exprimer la notion de compétences transversales, donc la pluridisciplinarité des gens qu'on va retrouver dans nos équipes. Puis, la barre verticale du T, en fait, c'est vraiment l'image qu'on veut retenir. C'est la profondeur des connaissances que certains vont avoir sur différents sujets. Puis maintenant, c'est une autre subtilité, mais on ne cherche pas à ce que tous les gens d'une équipe produit aient un profil en T. Il y en a qui vont avoir des profils plus en I, en M, en F même. Donc, je vais vous laisser googler ces différents types de profils-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on recherche des compétences en T pour notre équipe dans son ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets l'emphase parce que
j'ai déjà entendu des gens dire, bon, mais tel développeur, lui, il n'a pas un profil hanté. Pauvre gars, c'était pas de sa faute. Il n'avait pas nécessairement besoin de développer ce type d'expertise-là. Bref, l'équipe s'en sortait quand même très bien puis était assez avancée côté agilité. Donc, c'est point de vue de livraison de nos équipes produits, on va se baser sur les mêmes notions d'agilité. Puis, quand on va chercher à livrer de la valeur avec nos équipes agiles, on va généralement retrouver une portion de développement. Donc, une capacité à développer les solutions sur lesquelles on veut travailler. Bon, mais on veut aussi, comme je vous le disais tantôt, être capable de maintenir ces solutions-là à travers le temps. Donc, c'est beau de développer les fonctionnalités, mais il faut être capable de les exploiter, de les instrumentaliser puis de les offrir à nos clients, s'assurer qu'on est capable de corriger le tir par la suite. Donc, dans cet esprit-là, on va diminuer les dépendances. On est capable d'avoir des notions de DevOps à l'intérieur de notre équipe. Il y a une notion qui des fois, fait mal pour les équipes produits, puis c'est là qu'on vient introduire la notion d'affaires. Donc, si on a une équipe agile, ça se peut qu'on ait seulement un représentant du client, un PO, qui soit vraiment le représentant affaires, puis que ce soit lui qui soit responsable d'identifier et de prioriser les besoins. Par contre, dans une équipe produit, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable d'aller chercher l'ensemble des connaissances par rapport aux clients. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi la valeur qu'ils cherchent à retirer de l'utilisation de notre produit. Donc, c'est là que le côté affaires, surtout dans la notion de livraison par produit, va prendre un aspect super important. Puis c'est là que mon collègue, dans le fond, il est tombé en bas de sa chaise, étant donné que lui pensait que c'était juste des équipes DevOps, les équipes produits. À ce moment-là, il a pris conscience de l'ampleur que ça pouvait prendre côté affaires. Puis c'est là qu'on va vraiment distinguer des équipes agiles ou des équipes DevOps par rapport à des équipes produits. Donc, tout ça, ça nous amène à avoir des compétences qu'on peut appeler BizDevOps. Donc, c'est un autre buzzword qu'on peut retrouver dans le marché, un peu comme DevSecOps ou d'autres notions. Le DevOps, c'est bénéfique, même d'un point de vue affaires, étant donné que ça va nous permettre de dégager des économies de temps, puis des économies là, au niveau de la qualité et de la stabilité de nos applications. Toutes les étapes qu'on retrouvait généralement manuellement, on va chercher à les automatiser pour être capable de diminuer les erreurs humaines, puis s'assurer que les humains qui ont une capacité de réflexion qui soit beaucoup plus avancée se consacrent à des tâches complexes, puis que l'ensemble des choses qu'on pourrait donner à un singe, bien, on soit capable de les automatiser puis qu'on soit capable de sortir la tête de l'eau. Donc, généralement, ces processus d'automatisation-là, ça a un certain coût, ça a une taxe. Mais il faut être capable de traiter cette taxe-là de façon progressive tout au long de la durée de vie du projet. Il ne faut pas se dire maintenant on fait 3 itérations d'automatisation puis on verra pour la suite notre produit en est où. C'est vraiment pas ce qui est recommandé. En fait, on va essayer de le faire depuis le début du nouveau produit. Pour les produits existants, c'est un petit peu plus difficile parce qu'à ce moment-là, tous nos besoins en automatisation, ça devient une dette technique. Donc, au même titre, votre dette technique, là, vous pouvez la traiter de façon progressive. Puis, sûrement des composantes de vos systèmes qui sont les plus utilisées et qui seraient le plus stratégique d'automatiser en premier. Donc, point de vue DevOps, on va se servir encore de la vue systémique pour être capable d'identifier c'est quoi, à l'intérieur de notre pipeline de livraison, les étapes qui sont les principaux points de douleur. Donc, on va identifier les contraintes que les équipes techniques vont rencontrer à tous les jours. Puis, on va chercher à optimiser ces contraintes-là de façon progressive pour être capable de gagner en efficacité, comme je vous le disais, puis d'améliorer le temps de cycle ou le temps de livraison de nos équipes techniques. Donc, de ce côté-là, le DevOps, même d'un point de vue affaires, ça peut amener des gains, des bénéfices. Puis, c'est pour ça qu'il faut garder quand même en tête que ces bonnes pratiques-là on peut peut-être leur emprunter certaines notions. Puis, pour ceux là, qui voudraient en savoir un petit peu plus là, sur le CI/CD, je pense qu'il y a d'autres super présentations qui ont été offertes aujourd'hui sur la manière d'automatiser les tests aussi intégrés. Donc, je vous invite à aller les consulter. Là. Ce sont toutes des présentations appropriées. Point de vue affaires, quand on va
être capable d'atteindre le niveau de maturité de la livraison continue, il y a maintenant des outils là, qui vont s'offrir à vous pour être capable de s'assurer qu'on est capable de bien piloter notre système ou notre produit, s'assurer qu'on est capable de bien expérimenter face à nos utilisateurs puis d'avoir l'assurance qu'on livre les bonnes fonctionnalités. Donc, ce qu'on appelle là, la livraison à la demande, c'est généralement en utilisant des interrupteurs de fonctinnalité ou des feature toggle pour être capable de faire du A/B testing. Dans l'image de gauche que je vous ai mis ici, on voit que le A, le B ne sont pas nécessairement au même endroit. Ce sont ces manières de tester différentes interfaces en parallèle, en simultané auprès de l'utilisateur. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses que Facebook fait avec vous sans doute à tous les jours de façon transparente. Puis du moment qu'ils ont l'assurance qu'une des deux fonctionnalités est la plus utilisée, la mieux comprise par les utilisateurs, bien à ce moment-là, c'est ça qu'ils vont lâcher au grand public ou en General Availability. Donc, l'A/B testing, c'est une manière là, dont on peut utiliser nos interrupteurs de fonctionnalité pour expérimenter avec nos utilisateurs. On peut aussi s'en servir pour être capable de faire des déploiements Canary, soit de tester une nouvelle fonctionnalité et un petit bassin d'utilisateurs. À ce moment-là, c'est un petit peu différent du A/B testing, étant donné qu'on ne va pas tester deux fonctionnalités de façon concurrente. On va vraiment tester la réception d'une fonctionnalité de façon bien spécifique. Donc, c'est des manières dont on peut activer une fonctionnalité pour un bassin restreint de la population ou des utilisateurs de notre système. Donc, c'est une autre manière dont on peut s'en servir. Puis, même pour ceux qui voudraient pousser le concept, Martin Fowler, qui est une sommité là, en termes de gestion de code de bonnes pratiques de ce côté-là, a sorti un article là, sur les feature toggle où il pousse les notions là, où est-ce qu'ils peuvent même gérer les permissions, gérer des accès serveurs, ils peuvent désactiver des fonctionnalités pour les rendre soit statiques ou dynamiques en fonction du niveau d'affluence sur un site web ou du niveau de performance des serveurs. Donc, c'est vraiment un concept qu'on peut pousser. Puis pour l'avoir utilisé aussi là, dans différents projets, pour ne pas dire produits, c'est quelque chose là, qui nous a grandement aidé, là, surtout au niveau compréhension puis au niveau livraison. Donc, ce qu'on appelle les interrupteurs, ce n'est pas nécessairement juste des choses là, on-off qu'on peut mettre sur des fonctionnalités. Voyez-le comme quelque chose de vraiment plus large qui peut vous aider là, à mieux piloter vos systèmes. Donc, à ce moment-ci, je n'ai pas d'exercice pour ce qui est du volet de construire l'expérience, mais j'espère que ce que vous avez retenu, c'est que, surtout d'un point de vue affaires, vous avez un gros apport pour être capable d'alimenter en contenu toutes les équipes de réalisation. S'assurer que si eux autres sont optimisés pour être capables d'atteindre des standards de livraison continue, c'est votre responsabilité d'être capable de les alimenter sur une base régulière puis de s'assurer que ce qu'on leur donne à manger, bien, c'est de la qualité. Si on reprend la métaphore de l'alimentation, là, on ne veut pas nécessairement juste leur donner des Joe Louis. Fait que c'est bien important là, de s'assurer qu'on travaille sur des choses intéressantes. Donc, point de vue à faire, c'est encore intéressant la manière dont on peut construire notre expérience client. Puis, ça m'amène à notre dernier point, en fait, qui est le module de leadership axé sur le client. Ce volet-là de la présentation, en fait, touche beaucoup les product owners, mais aussi les gens qui ont une capacité à influencer les équipes à l'intérieur de l'organisation. Donc, ça peut être les gestionnaires, ça peut être les facilitateurs, tous les gens, en fait, qui souhaiteraient amener ce type d'approche-là chez eux ont un rôle à jouer à l'intérieur comme leader. Puis, comment est-ce que ces gens-là peuvent contribuer à renforcer cette stratégie-là? C'est notamment en prêchant par l'exemple, donc en renforçant l'importance de considérer le client dans les décisions qu'on va prendre. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on peut encourager ou qu'on peut mettre de l'avant au quotidien. Donc, ça ne coûte pas cher, puis c'est des choses qui sont faciles à améliorer. Puis, c'est le genre de choses aussi qui va permettre de développer un écosystème à l'intérieur duquel on peut se mesurer. Donc, si vous avez la capacité de prendre des métriques comme ce qu'on a vu tantôt, s'assurer qu'on vient benchmarker les différentes informations qui peuvent être pertinentes à la prise de décision par rapport à notre produit, je vous encourage à le faire. Puis, ça va s'assurer qu'on travaille sur la base d'informations tangibles plutôt que sur un instinct purement.
ultimement, bien, on va chercher à décentraliser les décisions. Donc, comme leader, soit comme gestionnaire, comme PO, essayez vraiment de laisser plus de place là, aux gens en qui vous croyez, puis que vous pensez qu'ils ont une bonne capacité décisionnelle. Puis, ultimement, bien, ce qu'on va chercher à faire, c'est comme on l'a vu à l'intérieur de notre approche Lean Startup, on va chercher à construire, mais à mesurer puis à apprendre aussi en continu pour être capable de rajouter le tir sur une base là, constante. Puis, je vous amène un exemple là, de David Marquette, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Monsieur Marquette, c'est un capitaine de sous-marin qui a révolutionné la manière dont l'armée américaine maintenant gère sa flotte de navires. En fait, je vous ai mis le vidéo parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps de le regarder ensemble. Monsieur Marquette, il s'est fait former pour être capable d'apprendre comment fonctionnait le sous-marin Olympia. Ça lui a pris 1 an à apprendre l'ensemble de ces connaissances-là pour ensuite se faire dire qu'il y avait 6 mois pour apprendre le fonctionnement d'un autre sous-marin. Le Olympia a été retiré du marché, il y avait un bris, puis ça le rendait inutilisable. Donc, il y avait 6 mois pour être capable d'apprendre ce qu'il a appris en l'espace d'1 mois. En gros, dans le fond, qu'est-ce qu'il a été capable de faire, c'est de mettre en place une manière dont il autonomisait les gens de son équipage pour prendre des bonnes décisions. Lui, il n'avait pas nécessairement la connaissance suffisante, mais il savait que les gens qui opéraient ce sous-marin-là sur une base quotidienne étaient capables là, de prendre des bonnes décisions puis qu'ils avaient une bonne compréhension de où est-ce qu'il voulait s'en aller. Donc, la manière dont lui a commencé à diriger son sous-marin, c'était en exposant les besoins, les problèmes, puis en laissant son équipe arriver avec les meilleures solutions. Donc, son équipe là, a vraiment apprécié, puis il a gagné des prix là, comme étant le meilleur capitaine de navire. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresserait. Ça nous amène à notre dernier exercice, qui est celui sur la manière dont vous pensez que vous pouvez améliorer le leadership axé client à l'intérieur de votre entreprise. Donc, ici, je vous propose 2 points de vue. Si vous êtes un leader puis que vous pensez que vous pouvez amener des choses à votre équipe, je vous inviterai à répondre à cette question-là sous cet angle-là. Puis, pour ceux qui ne seraient pas nécessairement dans des positions de gestion ou encore de prise de décision, ce serait quoi, selon vous, les différents éléments dont on vient de parler, soit de prêcher, d'encourager la culture à accès client ou encore de capable de décentraliser des décisions, etc., qui pourraient être amenées à l'intérieur de votre entreprise. Donc, on va prendre quelques minutes pour répondre à ces questions-là. Puis par la suite, on va conclure notre présentation. Merci, JS, pour le lien. Pour ceux qui voudraient aller le voir, j'ai un collègue qui l'a mis dans le chat. Donc, super intéressant. Excellent. Donc, je vais accélérer le pas étant donné que je pense qu'il me reste seulement 5 minutes. J'espère que vous avez quand même pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré du point de vue leadership, puis capable de prendre des décisions qui sont plus qui vont se prendre au bénéfice des clients. Donc, avec tout ça, ça nous amène à la conclusion de cette présentation-ci. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était vraiment l'approche orientée client que je vous propose. Donc, en 6 modules, je vous suggère là, de commencer à aller chercher de la rétroaction sur une base continue pour être capable d'inclure cette rétroaction-là client dans votre prise de décision. Vous avez aussi la capacité d'aller chercher des données puis de vous mesurer au quotidien, d'aller chercher une autre dimension à la rétroaction. Puis, ultimement, on espère que l'ensemble de ces données-là, de ces faits-là que vous allez être capable d'aller chercher, ça va vous aider à avoir une meilleure compréhension de vos consommateurs,
Puis, pour assurément être capable de mieux orienter vos décisions, bien, ça vous prend une certaine capacité décisionnelle. Donc, j'espère que vous allez avoir la latitude à l'intérieur de vos organisations pour être capable de prendre des bonnes décisions, puis aussi d'amener ces décisions-là aux équipes qui sont responsables de construire l'expérience client. Puis ultimement, bien, vous avez un rôle d'ambassadeur du changement aussi. L'ensemble de ces choses-là, ça n'arrivera pas comme par magie à l'intérieur de vos organisations. Donc, si jamais vous constatez que c'est quelque chose qui est important pour vous et dont vos organisations peuvent bénéficier, bien, je vous encourage à en parler. Il n'y a pas de framework ou de frais rattachés à ça. Donc, c'est vraiment là, des choses qui se font au bénéfice de vos clients. Puis ultimement, ben, j'espère que vous avez été capable de dégager quand même certaines idées que vous pouvez ramener chez vous, puis que vous avez un petit plan d'amélioration. Je prendrai les quelques minutes qui restent pour une période de questions. Y a-t-il des questions? Puis Alex, si tu veux m'aider à faire le tri là, dans les commentaires. Oui, je vois qu'il y a Julie qui vient d'en écrire une. Pour une organisation, est-ce que tout est structuré sur les processus, même quand le regroupement des équipes de dev? Comment on convainc l'équipe de gestion d'aller vers une structuration plus par produit? Et est-ce qu'il y aurait des bénéfices qui pourraient ressortir rapidement? Oui. En fait, là où je suis en mandat actuellement, ben, c'est le genre de choses qu'on cherche à implanter. Le défi, en fait, pour faire du pouce sur ce que Classe amenait ce matin, c'est d'être capable de conscientiser les différents gestionnaires à ces notions-là, puis aux bénéfices qu'on peut générer. Donc, ça nécessite quand même des investissements, être capable de changer la manière dont peut fonctionner une organisation pour tendre vers toutes ces notions de livraison par produit-là. Puis, ces investissements-là, il n'y a personne qui, malheureusement, va vous faire un chèque en blanc. Il faut que vous soyez capable là, de leur expliquer c'est quoi les bénéfices qu'ils vont dégager, mais aussi d'être capable de chiffrer ces bénéfices-là. Donc, si vous leur dites que ça va générer des bénéfices de 2 millions, mais que ça va coûter que les efforts pour s'y rendre, ça va vous coûter 3 millions, malheureusement, souvent, les gestionnaires vont prendre un point de vue purement économique, puis ils vont malheureusement vous dire non. Donc, il faut vraiment que vous soyez capable d'avoir un bon pitch de vente, puis d'être capable d'influencer les décisions dans ce sens-là.